Plaisir de recevoir Madame Michèle Ramis, directrice des Amériques et des Caraïbes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame d'avoir accepté la proposition de cette audition. Vous le savez, nous avons eu l'occasion d'en parler encore récemment. Notre commission considère l'Amérique latine comme un sujet tout à fait prioritaire. Plusieurs missions se sont ainsi déjà rendues dans cette zone au cours des dernières années. En Colombie en avril 2019, en Guyane, je dirigeais moi-même la délégation en décembre 2020, et dans quelques semaines, 5 sénateurs de notre commission vont se rendre au Brésil, en Guyane et au Guyana. Dans cette perspective, nous avons donc souhaité vous entendre pour que vous puissiez nous faire une présentation générale de la situation économique, politique et sociale du Brésil, alors que vient de débuter la nouvelle présidence Lula. Bien sûr, il sera aussi utile que vous nous présentiez l'état de la relation bilatérale avec ce pays, qu'il s'agisse du partenariat stratégique qui a été conclu en 2006 ou encore de la coopération transfrontalière, car nous ne perdons pas de vue que ce pays partage, c'est combien, plus de 700 km de frontières communes avec la Guyane. Vous nous direz en particulier quelles sont les perspectives de relance des relations franco-brésiliennes après une présidence de M. Bolsonaro qui avait été marquée par une défiance réciproque. La visite de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en février dernier constituant à cet égard un signal important. Merci aussi de nous tracer quelques perspectives et enjeux auxquels est confronté le Guyana, ce pays qui est encore pauvre, est parfois présenté comme un futur Qatar du fait de ses importantes réserves pétrolières. Selon la Banque mondiale, sa production de pétrole devrait quasiment quadrupler entre 2021 et 2024. Et toujours selon les projections du FMI, le PIB guyanien par habitant, en parité de pouvoir d'achat, pourrait se situer juste devant celui de la Suisse. Alors, voilà, qui nous interroge évidemment. Vous nous direz aussi si les politiques mises en œuvre par le gouvernement guyanien vous semblent de nature à favoriser le développement de ce pays et éviter la mise en place d'une économie reposant uniquement sur la rente pétrolière, laquelle pose à bien d'autres égards, protection de l'environnement, bien des questions. Vous nous présenterez aussi les perspectives de renforcement de nos relations diplomatiques et commerciales avec ce pays. Lors de son discours d'investiture, le président Lula a souhaité donner un nouvel élan à l'intégration régionale en Amérique du Sud. Vous nous indiquerez si une relance du Mercosur, voire de l'UNASUR, c'est l'Union des Nations Sud-Américaines, vous semble crédible dans les mois ou années à venir et quels pourraient en être les contours. Et bien sûr, vous pourrez revenir sur la manière dont un éventuel retour du leadership brésilien est perçu par ses voisins. Enfin, nous souhaiterions que vous nous précisiez comment la France entend se positionner dans cette zone, dans quelle mesure la présidence espagnole de l'Union européenne au second semestre 2023 pourrait constituer une opportunité pour l'Union européenne d'approfondir ses relations avec l'Amérique latine et nous présenter les attentes françaises vis-à-vis du sommet UE-CELAC, c'est-à-dire la communauté des États latino-américains et caraïbes, sommet qui est prévu en juillet 2023. Voilà, en d'autres termes, je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations qui pèsent sur l'avenir de ce continent sud-américain, sur la relation que la France et d'une manière générale l'Europe ont avec ces pays. Lorsque nous rencontrons les ambassadeurs sud-américains, ce que j'ai fait encore récemment, ils se plaignent d'une forme quelque part de désintérêt. Enfin, vous connaissez bien le leitmotiv qui revient régulièrement. Peu de visites ministérielles, pas de visites présidentielles ou trop rares, alors même que le chancelier Scholz a fait une tournée de plusieurs jours dans tout ce continent. Donc là aussi, alors que nous sommes, nous, physiquement présents à travers la Guyane, il est intéressant de voir ce que l'on peut développer comme coopération. Madame la directrice, comme nous en avons l'habitude, je vais vous donner la parole pour un propos liminaire. Et puis après, donc, on aura un jeu de questions-réponses. Je rappelle que cette audition est captée, elle est diffusée sur le site internet du Sénat. Et je vous donne donc la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président Cambon, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, merci beaucoup de m'avoir invité à vous faire une présentation sur le Brésil devant la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec le sous-directeur d'Amérique du Sud, Monsieur Jean-Christophe Tallard-Fleury.
J'ai bien noté que votre commission, ou une partie de celle-ci, se rendra au Brésil du 9 au 17 avril. Il y a effectivement une relance de la relation avec ce pays, non seulement au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau parlementaire, avec de nombreuses missions, et celle-ci est tout à fait opportune, et nous avons pris connaissance de votre projet de programme. Voilà, on va essayer de vous éclairer le maximum avant cette visite. Je voudrais peut-être faire une petite insiste sur les relations entre la France et l'Amérique latine que vous avez évoquées, Monsieur le Président. Bien évidemment, nous entendons ces attentes de la part des pays latino-américains de plus de visites, de plus d'échanges. Je dois dire que depuis que j'ai pris mes fonctions, j'essaie de corriger non seulement cette tendance, mais aussi une certaine perception. L'Amérique latine est importante pour la France, même si durant le premier quinquennat du président Macron, il n'y a pas pu avoir de visite. Mais nous savons que ce quinquennat a quand même été marqué par des crises historiques, le Covid, les Gilets jaunes et autres crises qui ont bousculé l'agenda international. Le président de la République souhaite faire une visite en Amérique latine cette année. Et je souligne quand même qu'il reçoit beaucoup les chefs d'État étrangers. Ça ne se voit peut-être pas, mais il a reçu plusieurs de ses homologues d'Amérique latine. Encore récemment, vendredi, le président du Costa Rica. Il a reçu le président d'Argentine plusieurs fois. Il a reçu le président Lula en novembre, avant qu'il ne soit élu, le président Petro de Colombie. Donc ces visites font aussi partie de l'agenda politique entre nos deux continents. Le Brésil, c'est un géant. C'est 8,5 millions de kilomètres carrés, donc c'est 15 fois la France. C'est 212 millions d'habitants. C'est un partenaire historique de la France, avec lequel nous avons un partenariat stratégique depuis 2008. Il avait été signé en 2006 par les présidents Chirac et Lula et a donné lieu à l'établissement d'une feuille de route entre les présidents Lula et Sarkozy en 2008. C'est un pays avec lequel, comme vous l'avez dit, la relation a été distendue pendant le mandat du président précédent, mais que nous relançons, car nous y avons avec ce pays de nombreux enjeux, de nombreux sujets d'intérêt. Alors, peut-être rappeler que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est rendue en visite officielle du 8 au 9 février dans ce pays afin de relancer la relation avec le Brésil. Elle y a trouvé un pays toujours polarisé, avec une partie de la population qui n'a toujours pas reconnu de manière psychologique l'élection du président Lula et s'exprime sur les réseaux sociaux. Nous avons vu ce qui s'est passé le 8 janvier, une semaine après l'investiture du président Lula, avec l'assaut contre les institutions brésiliennes, Parlement, gouvernement et Cour suprême, qui ont montré qu'une partie de la population est encore... n'a pas intégré cette alternance et peut-être manipulée par des réseaux sociaux. Les 4 années qui viennent de s'écouler n'ont pas permis de développer un agenda politique de haut niveau, mais elles n'ont pas empêché la poursuite de nos relations économiques et culturelles. Donc nous n'avons pas interrompu nos relations avec le Brésil. Nous avons également beaucoup travaillé avec les États fédérés, avec les mairies, le Brésil étant un pays fédéral. Nous y avons de multiples interlocuteurs. La politique intérieure brésilienne, vous le savez, Lula a été élu avec une marge de 9%, puisqu'il a été élu avec 5,9% de voix contre 49,1% pour son concurrent. Il a pris ses fonctions le 1er janvier et il sait qu'il va devoir rassembler sa population. Il a nommé un gouvernement qui est très large, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le Parti des travailleurs, c'est un gouvernement qui va largement rassembler au centre afin de couvrir un certain nombre de sensibilités, sachant que le président Lula doit composer avec un congrès conservateur, et donc ceci peut constituer une difficulté pour mettre en œuvre son programme, et il doit faire preuve de sa capacité à concilier les inconciliables, et notamment un tiers de l'électorat qui ne reconnaît toujours pas sa victoire, comme l'ont montré les événements du 8 janvier.
J'avais accompagné la ministre au Brésil en février et le sentiment que nous avions, c'est que Lula se sentait finalement renforcé par ces événements du 8 janvier qui avaient pu être maîtrisés et qui avaient, heureusement, n'avaient pas dégénéré en situation incontrôlable, parce qu'il a réussi à obtenir une expression des présidents des deux chambres et des gouverneurs pour défendre la démocratie. Donc, au Brésil, on considère que la façon dont cette crise a été surmontée renforce la légitimité du président Lula. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il a été servi par un pouvoir judiciaire qui a défendu fermement les institutions démocratiques, puisque la Cour suprême s'est prononcée pour l'ordre constitutionnel. Donc Lula bénéficie d'une dynamique en sa faveur. Toutefois, il devra rapidement engranger des succès. Et la seule dynamique économique qu'il avait emportée lors de ses 2 premiers mandats ne suffira sans doute pas face aux immenses besoins du Brésil, où plus de 30 millions de personnes souffrent encore de la faim. Donc la lutte contre la faim, c'est un de ses chantiers prioritaires. Le Brésil, c'est la 9e économie mondiale, mais il a une économie, à structure essentiellement. Ses exportations sont des exportations de produits primaires, produits agricoles, minerais, pétrole, et une productivité qui mérite d'être améliorée. Et c'est un pays qui importe des produits manufacturés, donc un grand émergent qui doit faire évoluer son économie. Un pays continent et qui affronte évidemment des défis. On sait que l'économie brésilienne a souffert des conséquences du Covid. Je vous rappeler que le Covid a fait 700 000 décès au Brésil, avec une politique sanitaire qui a pu être contestable. Donc il se remet de cette période délicate de son histoire. Alors, en matière de politique étrangère, bien sûr, le retour de Lula au Brésil a été célébré dans toutes les régions du monde, aussi bien dans la région qu'à l'extérieur, parce que Lula est vu comme celui qui peut être une voix qui porte dans ce qu'on appelle le Sud global, mais également peut relancer les processus d'intégration régionale qui ont été mis à mal pendant les dernières années du fait des divisions en Amérique latine. Les crises d'Amérique latine, et notamment la crise vénézuélienne, a entraîné une polarisation du continent entre ceux qui estimaient qu'il fallait avoir une politique de pression maximale sur le Venezuela et donc rompu leurs relations avec ce pays, et ceux qui étaient plus dans une approche flexible. Du fait de l'élection de Lula, mais aussi de l'arrivée au pouvoir de gouvernements de gauche sur ce continent, la Colombie, le Honduras aussi, le Brésil, on assiste à des réconciliations et ces alternances ont permis de réconcilier le continent, notamment au sein d'organisations régionales comme la CELAC, donc la Communauté des États d'Amérique latine, et de retrouver un dialogue intra-américain et d'ailleurs intra-européen, puisque nous aurons un sommet Union européenne-CELAC au mois de juillet. La voix du Brésil sera très attendue sur les enjeux environnementaux. Nous savons que c'est ce qui a manqué dans le Brésil précédent. Lula a d'emblée indiqué qu'il donnerait la priorité aux sujets environnementaux. Comme vous le savez, il s'est déplacé à la COP27 et a annoncé qu'il accueillera la COP30 en 2025 en Amazonie. Il entend aussi être une voix qui porte comme un pont entre le Nord et le Sud, et également à investir la coopération Sud-Sud. Donc c'est un Lula qui occupera son espace et qui est très attendu. Pour autant, le Brésil de 2023 ne s'éloignera pas des fondamentaux du passé. C'est un pays culturellement occidental, mais qui se refuse à l'alignement sur l'Europe ou les États-Unis. Nous le voyons bien, il est critique des interventions militaires, des sanctions. C'est un fervent défenseur du droit international. Nous le voyons dans le conflit en Ukraine. C'est un pays qui, a voté les résolutions des Nations Unies, tout en exprimant des positions cherchant une sorte de neutralité entre les deux belligérants. Et donc ce n'est pas un pays qui sera,
qui ne souhaitera s'aligner sur un camp ou sur un autre. Sur les questions économiques, sa politique sera dictée par les intérêts commerciaux du pays. Nous savons que la Chine constitue, enfin le débouché chinois constitue un tiers de ses exportations, donc c'est une donnée importante. Nous savons aussi que le Brésil est dépendant d'importations russes, notamment les engrais. Donc ceci peut expliquer certaines prises de position. Concernant les rapports avec l'Union européenne, donc nous aurons au mois de juillet c'est ce sommet Union européenne-CELAC qui est un retour de cette enceinte après 7 ans, voire 8 ans d'interruption. Les Européens n'ont pas pu se réunir avec la CELAC pendant ces années, enfin dans leur globalité, en raison des divisions au sein de ces pays d'Amérique latine, puisqu'on ne pouvait pas réunir en même temps certains États, et surtout parce que le Brésil s'était retiré de la CELAC à cause de la crise vénézuélienne, donc on n'avait pas un CELAC au complet. Celui-ci sera de nouveau au complet en juillet à Bruxelles. Ce que nous en attendons, c'est déjà une réactivation du dialogue sur les questions économiques, bien sûr, sur les questions environnementales, sur les questions énergétiques et sur les questions de démocratie, car si nous avons à la table l'intégralité des pays sud-américains et latino-américains, c'est aussi pour que nous puissions aborder de manière franche les crises, les questions d'état de droit qui, dans certains pays, sont mises à mal, et que nous puissions avoir un dialogue franc sur les attentes des uns et des autres et sur l'évolution de ce continent qui, vu de loin et dans sa globalité, est celui qui partage les valeurs démocratiques de la France et qui partage les principes d'état de droit, mais qui, en certains points du globe de cette région latino-américaine, connaît des crises qui sont préoccupantes, notamment en matière de droits de l'homme et d'état de droit. Concernant le Mercosur donc, comprend 4 pays, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, qui ne se positionnent pas nécessairement toujours de la même manière, d'autant que nous avons dans ce groupe 2 pays conservateurs, 2 pays progressistes. Donc on le voit bien dans les discussions sur la conclusion de l'accord UE-Mercosur. Il n'y a pas unanimité du côté du Mercosur non plus. Donc c'est un sujet qui sera vu avec intérêt. Nous savons que la présidence espagnole, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, souhaite utiliser le sommet UE-CELAC pour une relance de la relation avec l'Amérique latine. Nous y sommes tout à fait favorables, mais il y a des choses qui ne pourront pas forcément se faire dès le mois de juillet, parce qu'il faut aussi l'accord des deux blocs de régions. La relation bilatérale, comme je vous l'ai dit, pendant ces 4 ans de mandat de Jair Bolsonaro, il y a eu des visites bilatérales au tout début du mandat, puisque Jean-Yves Le Drian y est allé en 2019. Mais à partir de 2019, nous avons connu une crise liée à des divergences sur la question d'environnement et les sujets amazoniens. Tout a commencé, vous savez, avec les incendies en Amazonie en 2019 qui ont aggravé la déforestation. Il y a eu ensuite des incidents bilatéraux et donc il n'y a pas eu de visite bilatérale pendant ces 4 années. Les contacts entre hauts fonctionnaires se sont poursuivis et les contacts techniques se sont poursuivis parce que c'était important. Nous avons eu également des relations avec les États, notamment l'État de São Paulo. Mais le dialogue politique de haut niveau n'a pu reprendre qu'au début de l'année, donc avec la visite de la ministre Catherine Colonna au Brésil, donc reçue par le président Lula, par son homologue Mauro Vieira. La ministre a également été reçue à São Paulo par le gouverneur. Elle a eu des contacts avec l'organisation du traité de coopération amazonienne, qui est une organisation qui rassemble tous les États amazoniens, mais qui était également un peu en pause du fait de l'absence de leadership des pays qui la composent. Nous avons annoncé que nous allions signer une feuille de route pour actualiser notre partenariat stratégique bilatéral, qui date de 2008, qui doit être relancé, qui doit être nourri. Les sujets d'intérêt dans la relation franco-brésilienne, ils sont bien sûr bilatéraux. Ils touchent le domaine de la défense, de la culture, ils touchent les questions de langue française.
Il touche les questions de désinformation aussi, de lutte contre la désinformation, mais il doit aussi inclure les questions globales, c'est-à-dire la lutte contre le changement climatique, les questions de santé, les questions d'alimentation, et puis la gouvernance mondiale en général. Vous savez que le président de la République réunira les 22-23 juin un sommet à Paris pour restructurer, réformer l'architecture financière internationale. Le Brésil y a été invité. Donc le Brésil est un grand acteur dont nous attendons la participation dans toutes ces enceintes. S'agissant de l'Ukraine, comme je l'ai dit, c'est un acteur majeur du dialogue Nord-Sud. Le Brésil a voté en faveur de la résolution qui condamnait l'invasion russe. Il s'est entretenu avec le président Zelensky. Il a défendu l'intégrité territoriale de l'Ukraine ainsi qu'une solution pacifique à l'invasion. Donc nous avons un dialogue avec le Brésil sur ces questions. Je rappelle que le Brésil est membre des BRICS. Nous plaidons également pour le renforcement et le rééquilibrage de nos relations économiques bilatérales. Notre commerce bilatéral s'est amélioré depuis le début de l'année. Comme je l'ai dit, la ministre s'est rendue dans l'État de Sao Paulo, qui représente à peu près un tiers du PIB brésilien. Et elle a reçu la communauté française des affaires, qui est nombreuse dans cet État, qui notamment peut constituer, si vous voulez, un pont pour travailler sur les questions de transition écologique, transition énergétique. Nous avons à peu près toutes les entreprises françaises dans ce domaine qui sont implantées à Sao Paulo. En termes d'agenda politique, nous aurons, et votre visite en fait partie, un agenda très riche de déplacements au Brésil. Donc votre commission, le groupe d'amitié de France-Brésil de l'Assemblée nationale devra y aller aussi. La secrétaire générale du ministère fera des consultations bilatérales au mois d'avril, juste après votre venue. Il est probable que le ministre délégué au commerce extérieur fera également une visite. Nous recevrons le gouverneur d'État de São Paulo vendredi. Donc vous voyez, c'est un agenda très riche qui se dessine et nous saurons en profiter pour, si vous voulez, relancer tous les secteurs qui méritent de l'être, imaginer de nouvelles coopérations, y compris avec les États. Et comme vous le savez, enfin, le Brésil a été invité à rejoindre l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, comme deux autres pays d'Amérique latine, le Pérou et l'Argentine. Et donc, nous avons proposé de l'aider dans cette adhésion qui suppose des négociations assez longues et qui exige que ces pays futurs adhérents remplissent des normes en matière d'environnement. Et nous savons qu'avec le président Lula, ce sera probablement le cas. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Brésil. Bien sûr, je serai heureuse de répondre à vos questions s'il y en a. Peut-être je passe au Guyana tout de suite ou vous voulez qu'on fasse une pause? D'accord. Comme ça va clarifier le débat. Pardonnez-moi, j'ai oublié quelque chose qui est important, Monsieur le Président. Je sais que votre commission se rendra dans l'État d'Amapá, donc qui est l'État du Nord-Est qui fait une frontière avec la Guyane française. Et donc, nous souhaitons, bien sûr, la relation transfrontalière est extrêmement importante. Et nous réunirons pour la première fois depuis 4 ans, c'est ça? Ouais. La commission mixte franco-brésilienne pour la Guyane à Cayenne début juillet pour examiner tous les sujets transfrontaliers, c'est-à-dire le pont entre nos deux pays, les questions de sécurité, les questions de lutte contre les trafics, les questions de circulation des personnes. Donc cette coopération qui avait été un peu mise en pause va également reprendre dès le mois de juillet avec cette grande commission que je présiderai avec le préfet de Guyane. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Merci Madame la directrice. Ce sera d'autant plus important que moi je retire du déplacement que nous avions fait en Guyane le fait que la frontière est très poreuse. Enfin, les gens passent d'un côté et l'autre du fleuve, exactement comme on changerait de trottoir. Donc c'est un peu, c'est pas aussi facile. Alors, dans les questions, André Valigny. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai la chance de faire partie de la délégation qui va bientôt partir en Amérique du Sud, Brésil, Guyana et Suriname. On multiplie les auditions, hein, c'est un travail très sérieux, c'est pas du tourisme que l'on va faire. Vous le savez bien puisque vous participez tous et toutes à des missions comme ça.
On a beaucoup d'auditions là chaque semaine, depuis 2 semaines. On va continuer jusqu'à la semaine prochaine, et notamment en vue de notre participation, enfin notre visite du salon de l'armement qui va se tenir à Rio. Le Brésil achète des hélicoptères, on construit des sous-marins ensemble, ils envisagent d'acheter des canons César, etc., etc. Et en même temps, on nous explique que le Brésil n'a aucun problème avec ses voisins, aucun problème frontalier. C'est peut-être le seul pays d'Amérique du Sud qui n'a aucun problème frontalier avec quelque voisin que ce soit. Donc je vous interroge, Madame la Directrice, sur la raison pour laquelle le président Lula, après Bolsonaro d'ailleurs, et dans la suite de Bolsonaro, veut à ce point réarmer, entre guillemets, son pays, d'autant qu'on nous explique que les Brésiliens souhaitent renforcer leur armement et, moins utiliser les forces armées en interne pour les rediriger, si j'ose dire, sur l'extérieur, alors qu'ils n'ont pas d'ennemis, a priori, et pas de problème. Merci. André Gattolin. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question est un tout petit peu à la marge du Brésil, mais le concerne. Il y a 4 ans, la crise vénézuélienne a provoqué l'immigration, le départ en exil d'environ 5 millions de Vénézuéliens, à peu près 10% de sa population. Nombreux sont ceux d'ailleurs qui se sont rendus au Brésil, qui leur accordent, je crois, des visas, parce qu'il est très difficile d'obtenir, sans gros moyens financiers, un passeport pour quitter le Venezuela. Comment voyez-vous l'impact de cette situation qui perdure sur la région, surtout que des élections, on ne sait pas si elles seront libres et non faussées, devraient avoir lieu l'année prochaine? Je vous remercie. Merci. Jacques Lenay. Madame la directrice, je voudrais moi vous demander comment se déroule la coopération avec les pays frontaliers et plus précisément le Brésil par rapport à la Guyane française et notamment dans la lutte contre les trafics stupéfiants, paillage, mais aussi pêche clandestine. Et je tiens bien sûr à rendre hommage au maréchal de logis chef Arnaud Blanc qui est décédé le week-end dernier dans la lutte contre l'orpaillage. Et une question un peu différente, mais je voudrais savoir quel lien existe entre les pays d'Amérique latine et la Russie, vous l'avez un peu évoqué, mais également la Chine. Philippe Folliot. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Directrice. Je ferai partie aussi de la délégation qui aura l'honneur de se rendre avec le Président Vallini donc au Brésil dans quelques semaines. Et dans ce cadre-là, je voudrais juste vous poser une question un peu dans le droit fil de celle qui vient d'être posée. Par rapport aux relations franco-brésiliennes autour de la Guyane. Vous venez de nous dire et de nous donner une information importante, c'est qu'il y a la commission mixte qui va se réunir au mois de juillet. Et en fait, comment pourrions-nous agir pour faire de telle sorte que nous puissions aider à la préparation par le biais de notre visite à Macapá, mais aussi à Cayenne, donc faire avancer les choses. Parce que comme cela vient d'être dit par notre collègue Launay, la situation est une situation, je dirais, particulièrement difficile par rapport à l'orpaillage clandestin, par rapport aux immigrations, mais aussi par rapport à la pêche illégale. Et je me rappelle, dans le cadre de notre rapport que j'avais fait avec la délégation des Outre-mer, de témoignages de pêcheurs guyanais au regard d'actes hostiles de la part de pêcheurs clandestins donc brésiliens qui s'apparentaient à une forme de piraterie. C'est-à-dire ils étaient menacés avec des armes. Et donc, par rapport à cela, que pouvons-nous faire pour faire de telle sorte que la souveraineté de notre pays, tant sur un plan terrestre que maritime, puisse être respectée au regard donc de ces éléments pour lesquels, je veux dire, on peut suspecter les autorités brésiliennes, non pas de les organiser, mais en tout état de cause peut-être de faire preuve d'une certaine complaisance en la matière. Et donc, que pensez-vous de cela et qu'est-ce qui pourrait être fait, ne serait-ce qu'à notre niveau, pour faire passer un certain nombre de messages très forts? Merci. Olivier Cadic. Merci Monsieur le Président. Madame l'ambassadrice,
Oui, moi je ne ferai pas partie de la mission. Par contre, il se trouve que j'irai dans l'État du Paraná prochainement, lors de la fin du mois d'avril. Et donc j'irai à Curitiba. Et Curitiba est une ville fameuse, puisque c'est là que le procureur Sergio Moro donc, avait mené l'enquête sur les histoires de blanchiment qui avaient abouti à l'inculpation et à l'emprisonnement du président Lula. La semaine dernière, le président Lula a eu des mots très injurieux à l'égard de celui qui est devenu aujourd'hui sénateur, Sergio Moro. Les médias brésiliens en parlent tous. Évidemment, le sénateur a répondu sur CNN. On sent bien que vous l'avez rappelé dès le début, du fait qu'il y avait une polarisation toujours existante au Brésil. Simplement, vous savez que les milieux économiques ne sont pas les plus grands supporters du président Lula au Brésil. Et donc, comment appréciez-vous la relation économique avec ce pays? Est-ce que vous aurez je dirais, des discussions équilibrées, aussi bien avec l'opposition, puisque vous savez qu'au Parlement, elle n'est pas forcément favorable au président Lula? Merci. Merci. Guillaume Gontard. Merci Monsieur le Président, Madame l'ambassadrice. J'avais une question sur une des premières mesures du président Lula en janvier a été la création d'un ministère des peuples autochtones. Et donc je voulais savoir, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a travaillé notamment dans le texte sur l'aide au développement, puisqu'on a fait rentrer justement la reconnaissance de ces peuples autochtones. Et je voulais du coup savoir si à travers ce ministère, et je crois que c'est que Sonia Gorara qui est en charge, où on en est sur les avancées, enfin, en tout cas les mesures qui peuvent être prises sur la protection des peuples autochtones et qui ont été évidemment beaucoup touchés par la question de la déforestation, et savoir où en est la situation de ces peuples autochtones. Merci. Merci Guillaume. Yannick Vaugrenard pour terminer. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais poser une question par rapport au positionnement du Brésil et parfois d'autres pays d'Amérique latine sur le conflit en Ukraine et sur l'agression russe et l'abstention du Brésil à l'ONU. Vous nous avez dit que ça pouvait se justifier par le fait, en partie, par le fait que le Brésil était fortement importateur d'engrais en provenance de Russie. Il va y avoir un sommet européen également avec le Brésil en juillet. Comment l'Europe est susceptible d'intervenir sur le plan économique en particulier pour tenter d'infléchir la position brésilienne sur le conflit ukrainien et voire d'autres pays d'Amérique latine. Merci. Madame la directrice, voilà, premier train de questions auxquelles vous pouvez répondre. Écoutez, nous avons dans 50 minutes une seconde audition. Donc, si on veut parler un peu du Guyana... Bien, je vais essayer mais vous pouvez rassembler les questions s'il y a des thématiques qui se recoupent. Bon, alors, d'accord. Donc, je vais commencer par la question de la défense. Effectivement, vous l'avez dit, nous avons un partenariat en matière de défense qui suppose une coopération entre nos deux pays pour des questions donc, de sous-marins. Vous savez que la France a construit le programme de sous-marins brésilien ainsi que le programme d'hélicoptères. Il y a une usine d'Helibras qui opère au Brésil. Pourquoi le Brésil se dote-t-il de ces projets? C'est parce que tout grand pays a besoin d'une armée dotée. Bien sûr, il n'y a pas de menace contre le Brésil actuellement, mais on verrait mal un pays totalement démuni de forces armées. Nous espérons d'ailleurs que le Brésil investira davantage les opérations de maintien de la paix qu'il ne l'a fait jusqu'à maintenant. L'armée est une institution qui compte au Brésil, qui est loyale, mais qui compte et qui a besoin d'équipements. Et pour sa stature régionale, je pense que le Brésil ne peut pas se permettre de ne pas avoir d'équipements modernes et une armée équipée. Donc ce n'est pas dans un but belliciste. Pardon ? On est prisonnier d'une espèce de préjugé global qui veut qu'un pays soit forcément armé jusqu'aux dents, même s'il n'y a aucune menace à ses portes. Enfin, je ne veux pas jouer le pacifiste de service, mais c'est quand même curieux comme réponse. Écoutez, c'est aussi pour dissuader les éventuels agresseurs. Tous les pays du monde se dotent leurs armées d'équipements afin de pouvoir réagir au cas où. Parfois, la menace, c'est une surprise. Il n'y en a pas actuellement sur le Brésil,
Je pense que c'est un grand pays qui souhaite se doter d'une force de réaction sérieuse. Alors, oui, l'autre aspect... Pardonnez-moi, Madame la Directrice, je veux juste rajouter que quand même la confiance que le Brésil manifeste aux industries de défense françaises, notamment pour ses sous-marins, est quand même très important, parce que quand on regarde la quantité d'espace maritime qu'il convient quand même de contrôler, même s'il n'y a pas de contentieux ou d'intention belliqueuse, mais enfin, moi, quand je vois ces ambassadeurs-là, ils me font part de leur grande inquiétude, y compris jusqu'à l'Atlantique Sud. Enfin, il y a quand même des problématiques qui se posent. L'armée est aussi là pour lutter contre les menaces intérieures ou maritimes. Les trafics, j'allais le dire, donc à la fois, par exemple, la lutte contre la déforestation, elle est menée par l'armée, la lutte contre l'orpaillage, le contrôle des frontières, parce que les frontières, vous savez que l'Amérique latine est un pays de transit et de production de produits stupéfiants. Donc il faut aussi avoir des équipements qui permettent de contrôler ces eaux et l'usage illicite de ces eaux à des fins de trafic. Donc ce n'est pas seulement dans une confrontation avec un État, mais ça peut être avec des groupes qui pratiquent des activités de trafic. Donc la deuxième question concernait la crise vénézuélienne. Oui, donc la crise vénézuélienne, monsieur le sénateur, effectivement, a mis sur les routes 7 millions de Vénézuéliens, donc soit 20%, en fait c'est un petit peu plus, 20% parce que ça a augmenté, de la population vénézuélienne a migré dans les pays voisins, bien sûr au Brésil, mais en Colombie, au Chili et dans la région. Je dirais que cette crise multidimensionnelle dure depuis, ça fait une dizaine d'années que la crise s'est approfondie au Venezuela. Nous essayons de contribuer à la résolution de la crise et nous espérons que le Brésil, nouvellement dirigé par Lula, sera également une voie qui va inciter Maduro à aller vers des élections libres et démocratiques en 2024. On n'y est pas encore. Nous savons qu'il y a un chemin de négociation entre l'opposition et le régime qui avait démarré, d'ailleurs peu après que le président de la République ait reçu les deux chefs négociateurs au Forum de Paris. Ce processus est à nouveau suspendu. Nous agissons sur tous les acteurs pour qu'ils reprennent. La relative proximité des élections américaines n'est pas pour rien dans la difficulté de ce dossier, parce que vous savez que tout ce qui concerne le Venezuela est très suivi par le Congrès américain, notamment tous les démocrates et les républicains d'origine latino-américaine en Floride. Donc c'est une crise profonde que nous suivons de très près et nous demandons au Brésil d'être aussi une voie qui va permettre une issue pacifique. Bon, concernant les migrations, les États voisins, si vous voulez, ont essayé de donner un statut à ces migrants. Les Colombiens l'ont fait, les Brésiliens l'ont fait, afin que ces migrants ne soient pas dénués de sécurité sociale, de droit à la santé, voire de droit au travail. Mais c'est sûr que tant que la crise vénézuélienne ne sera pas résolue, on assistera à la poursuite de ces migrations massives. La coopération transfrontalière. Alors, je dois dire que la coopération est ancienne. La coopération est ancienne. Elle se déroule en matière de lutte contre l'orpaillage, puisque vous savez que ce sont la plupart du temps les orpailleurs brésiliens qui viennent en Guyane pour chercher de l'or par des moyens illicites, notamment dans les rivières en utilisant le mercure qui pollue les eaux. Elle peut être améliorée et le nouveau gouvernement brésilien est très conscient qu'il faut renforcer cette coopération transfrontalière. Alors, nous avons plusieurs instances. Nous avons un comité de coopération policière à la frontière qui est en train d'être davantage doté par les Brésiliens. Nous coopérons, nous avons coopéré d'ailleurs récemment avec une opération qui a eu lieu sur le fleuve Oyapock. Les autorités brésiliennes sont tout à fait heureuses que nous réunissions prochainement cette commission afin de renforcer la lutte contre la pêche clandestine, l'orpaillage, le trafic, toutes sortes de trafics, et voient cela comme vraiment une question prioritaire
L'État de l'Amapá est lui-même très concerné par, si vous voulez, c'est un État qui est dans le nord-est, donc un État moins développé que le sud. Et j'ai senti les autorités brésiliennes très désireuses de délivrer sur ce terrain. La ministre a beaucoup insisté là-dessus, et donc je pense que la réunion que nous aurons à Cayenne pourra préparer le terrain. Évidemment, lorsque vous serez, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, dans l'Amapá, voilà tout ce que vous pourrez faire pour dire que nous attendons un renforcement de cette coopération à l'occasion de cette commission mixte qui aura lieu donc en Guyane à Cayenne début janvier sera utile pour nous. Parce que c'est une question de crédibilité du Brésil, c'est une question de meilleure coexistence de deux pays frontaliers. Et il faut que les Brésiliens mettent davantage de moyens pour permettre qu'il y ait des interlocuteurs brésiliens de l'autre côté de la frontière. Alors, attendez, je revois. Oui, les relations entre effectivement la présence chinoise et la présence russe. Nous le savons, la Chine a fortement investi le continent sous une forme qui peut se faire un petit peu à bas bruit, à travers des investissements nombreux, à travers des financements. La Chine voit en Amérique du Sud un réservoir de ressources naturelles. Donc nous voyons effectivement les Chinois remporter des contrats d'exploitation de matières premières, mais aussi et de ressources naturelles, mais aussi en matière d'infrastructures. Donc nous le savons. C'est un pays avec lequel beaucoup d'États font une grande partie de leur commerce extérieur. Voilà, c'est une donnée que nous connaissons. C'est sûr que s'il y a plus d'Europe, nous pourrons davantage être présents face à la montée de cette puissance chinoise. Mais si vous voulez, pour l'instant, elle se traduit par une forte présence économique. Et alors, l'autre sujet important pour la Chine dans cette région, c'est la question de Taïwan, puisque sur les 14 États qui reconnaissent encore Taïwan, 8 se trouvent en Amérique latine, dans les Caraïbes, ce qui est plus de la moitié. Donc c'est un enjeu diplomatique, sachant que la Chine, chaque fois qu'elle engrange un basculement entre Taïwan et Pékin, engrange une victoire diplomatique. Voilà, alors l'année dernière, c'est le Nicaragua qui a basculé. Récemment, il y a quelques jours, c'est le Honduras. Donc la liste des pays qui reconnaît Taïwan diminue. Il y a pour l'instant Guatemala, Belize, Haïti, des îles des Caraïbes et le Paraguay. Donc pour la Chine, c'est aussi un terrain de confrontation avec Taïwan. Et donc elle y met les moyens. Et c'est vrai que depuis quelques années, on observe des basculements réguliers. La Russie est peu présente sur le plan économique. Je dois dire que même l'influence russe n'est pas omniprésente en Amérique latine. Simplement, la Russie a de forts alliés, des alliés très fidèles, qui sont le Venezuela et le Nicaragua, et bien sûr Cuba. Donc nous observons à la fois le fait que ces pays ont finalement, je parle surtout du Venezuela, a su résister à la politique de sanctions mise en œuvre par les États-Unis en premier lieu, et aussi par l'Union européenne, grâce au soutien russe qui fournit effectivement appui militaire, conseiller. Le Nicaragua, c'est la même chose. Le Nicaragua est financé en partie par la Russie. Donc nous avons des points de présence russe sur le continent qui ont permis à ces États de résister à des politiques de pression et à finalement, en quelque part, pérenniser les crises. Et donc ça, c'est un souci, la pénétration d'acteurs étrangers dans la région qui complique un petit peu le règlement des crises. J'essaie d'aller vite. Alors, pardonnez-moi. Les questions économiques. Ah oui, non, Sergio Moro. Oui, alors, effectivement, le secteur privé, tout le secteur privé n'est pas favorable à l'arrivée du président Lula, et celui-ci le sait. C'est la raison pour laquelle il a nommé comme vice-président M. Ackmin, qui était d'ailleurs son ennemi politique, qui est un libéral, qui est également ministre de l'Industrie et du Commerce, et qui a su donner des gages au secteur privé. En réalité, Lula ne va pas remettre en cause la primauté de l'agronégoce au Brésil. Il en a besoin, il sait que c'est un volet très très important de son économie, et il sait ménager ces secteurs-là, et notamment grâce à Geraldo Ackmin,
qui est un petit peu l'interface avec ces secteurs. Le Brésil souhaite également se réindustrialiser. Donc, le président Lula n'a pas du tout l'intention de se mettre à dos le secteur privé. Au contraire, il en a besoin pour financer ses réformes et ses avancées sociales. Deux dernières questions. La question des autochtones. Effectivement, c'est une question très importante. Effectivement, il y a maintenant une ministre des Autochtones, de même qu'il y a une ministre des droits des femmes qui n'y avait pas dans le gouvernement précédent. Le gouvernement de M. Lula a fait un geste très important il y a quelques semaines lorsqu'il est allé rencontrer les populations Yanomami qui, comme vous le savez, souffrent d'un appauvrissement de la région de l'orpaillage et de la déforestation, puisqu'ils sont privés de ressources d'eau potable et de cultures de surface cultivable. Donc, je sais que le président Lula aura à cœur de mettre en avant la défense de ces populations et également, à travers l'Amazonie, la défense de leur mode de vie traditionnel, tout en les engageant à avoir des modes de vie respectueux de l'environnement. Donc, ce sera un volant important de son action, mais qu'il essaiera bien sûr d'orienter vers un développement durable. Enfin, concernant le conflit en Ukraine, Monsieur le Sénateur, en fait, le Brésil ne s'abstient pas aux Nations Unies. Il l'a fait une seule fois au Conseil de sécurité sur les questions d'adhésion, d'annexion de territoire ukrainien. Mais il s'est, sinon, toujours prononcé en faveur des résolutions de l'Assemblée générale, récemment d'ailleurs, la résolution du 23 février qui a marqué l'anniversaire de l'annexion russe en Ukraine. Je pense que sa position qu'il cherche équilibrée est due à des raisons politiques. Le Brésil souhaite s'imposer comme une grande nation libre de ses choix. Et nous savons que, comme membre des BRICS, il cherchera à avoir une certaine distance vis-à-vis de ce conflit, mais également pour des raisons économiques de dépendance aux engrais. Et nous sommes en train d'étudier d'ailleurs la manière dont l'Union européenne pourrait constituer une source d'approvisionnement alternatif. Il est compliqué aux Brésiliens de produire eux-mêmes des engrais parce qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les technologies pour le faire. Mais en revanche, je pense que nous pourrions essayer de diminuer sa dépendance en proposant des solutions européennes. J'espère avoir tout couvert. J'ai une question supplémentaire de Bruno Sido. Madame la directrice, la question n'a pas été posée, donc je me permets de venir par derrière sur le Mercosur. C'est une négociation très importante menée par Bruxelles directement. Normalement, les États n'ont pas à savoir ce qui se passe, où en sont les négociations. Et pour autant, la France a des conditions. Je crois savoir que Bruxelles voudrait terminer cette négociation le plus tôt possible. Et la France exige des clauses miroirs. Par exemple, on interdit les OGM en France, mais par contre, on en importe du Brésil, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples, l'usage d'herbicides, d'insecticides, etc. Et par conséquent, ma question est toute simple. Est-ce que vous pensez que cette négociation va aboutir, ce qui fera que finalement, en matière agricole, par exemple, on va continuer à importer ce qu'on interdit de produire chez nous? Merci. Et Gisèle Jourda. Oui, madame. Une question complémentaire sur une interrogation quand même importante pour nous tous, c'est par rapport à l'Amazonie, on l'a un petit peu évoqué, mais il se trouve que la politique de déforestation et les enjeux que nous avons en matière de transition donc verte et notamment le pacte vert au niveau européen, qu'est-on en train de négocier, de mettre donc sur les rails par rapport à cela? Parce que c'est un véritable cataclysme qui s'est passé sous la période de la présidence Bolsonaro par rapport justement au poumon vert de l'Amazonie qui déstabilise complètement donc l'équilibre mondial en matière donc de poumon vert et d'ozone. Madame la directrice, si vous voulez bien compléter. Donc, sur l'accord UE-Mercosur.
Donc vous connaissez la position de la France. L'accord ne doit pas conduire à une augmentation de la déforestation importée en Europe. Et plus généralement, les politiques publiques des pays du Mercosur doivent être conformes à leurs engagements au titre de l'accord de Paris et de l'accord d'association. Cet accord d'association a été finalisé, la négociation a été finalisée en 2019. Nous sommes maintenant dans une phase de nouveaux accords, des accords mixtes, qui supposent d'avoir des engagements commerciaux dans la partie commerciale, mais également des engagements sur d'autres terrains. Et ce que la France a indiqué comme condition pour se rallier à l'accord, c'est que l'accord engage ses participants à respecter l'accord de Paris, qu'il ne se traduise pas par davantage de déforestation importée et que les produits importés respectent les mêmes normes sanitaires et phytosanitaires que les produits produits en Europe. Où en sommes-nous de cet accord? Alors, c'est vrai que l'élection du président Lula a relancé la dynamique, puisque à son arrivée, il a souhaité que la négociation soit relancée pour une conclusion le plus tôt possible. La Commission européenne donc, est en train de rédiger un projet d'instrument additionnel de l'accord du Mercosur pour introduire des clauses complémentaires et juridiquement contraignantes qui viendraient compléter l'accord sur les domaines où il ne l'est pas. Donc ça concerne effectivement l'environnement, mais également questions sociales, de droit du travail. Donc c'est la Commission européenne qui a le sujet entre les mains. Elle négocie avec les deux blocs. Donc nous n'avons pas vu l'accord additionnel, mais elle consulte les deux blocs, Union européenne, pays du Mercosur, sur cet instrument. Nous ne savons pas quand les travaux vont aboutir, mais le président de la République, évidemment, a indiqué que nous ne pourrions nous prononcer qu'au vu de l'instrument additionnel. Nous pensons, si vous voulez, je n'ai pas vraiment de calendrier à vous indiquer. Une signature durant le sommet UE-CELAC, c'est pas possible, c'est dans 3 mois, donc tout le monde est bien conscient que ce n'est pas possible. Il ne faut pas oublier quand même que dans les blocs, il y a différentes appréciations. Ce n'est pas la France qui bloque l'accord EU-Mercosur. En Europe, les Autrichiens, les Allemands, les Pays-Bas ont des exigences. Du côté latino-américain, les Argentins ont redit qu'il fallait que l'accord ne soit pas pour eux une source de déséquilibre économique. Le Brésil étudie l'accord, mais n'a pas encore de position consolidée sur le texte de l'accord, qui est un accord très volumineux. Les pays les plus allants, je dirais, c'est l'Uruguay et le Paraguay, surtout l'Uruguay, qui est un pays d'exportation agricole très important. Donc, vous voyez, il y a deux blocs qui ont des positions différenciées. La Commission qui travaille à un instrument additionnel. Je ne sais pas quand ça peut aboutir, les travaux sont en cours, mais en tout cas, nous serons vigilants sur le respect des normes environnementales. Et justement, je fais le lien avec la question de Madame la sénatrice sur l'Amazonie. Bon, nous pouvons agir. Alors, effectivement, la déforestation de l'Amazonie a été augmentée de 70% durant le dernier mandat présidentiel. Donc c'est une priorité absolue pour le président Lula que de stopper cette déforestation. La simple arrêt de la déforestation suffirait pour le Brésil à remplir ses obligations en termes de contrôle des émissions effet de serre. Donc l'Union européenne peut agir par plusieurs voies, par ses programmes de coopération. Nous-mêmes, avec l'AFD, nous essayons d'avoir des projets qui facilitent... favorise la lutte contre la déforestation, mais l'accord UE-Mercosur lui-même est un instrument, puisque à travers le respect des accords de Paris, nous obtiendrons le respect par le Brésil de normes, d'objectifs qui contribueront à la lutte contre la déforestation. Nous savons que le Brésil est fondamental pour la lutte contre le changement global, vu sa superficie, c'est 40%, l'Amazonie, 40% du territoire, même plus, de l'Amérique latine. L'Amazonie n'est pas que brésilienne, elle est avant tout brésilienne, et la souveraineté brésilienne est très importante, mais elle est également vénézuélienne, colombienne, péruvienne, bolivienne, et puis, bien sûr, les Guyanes, dont la nôtre, sont amazoniens. Donc, si vous voulez, il y a aussi un ensemble de pays qui doivent s'entendre, et ce n'est pas forcément facile d'arriver avec des consensus sur des sujets aussi sensibles. Voilà ce que je peux vous dire. Bien. On peut peut-être dire un mot du Guyana ? Guyana, alors, tout à fait.
Donc j'ai compris que vous alliez vous rendre également à Georgetown, Monsieur le Président. Enfin, votre commission se rendra à Georgetown. Donc, le Guyana, c'est un ancien pays pauvre et un futur pays riche, un futur pays très riche. Nous assistons à une transformation économique majeure grâce à la mise en exploitation de champs de pétrole offshore qui ont été découverts récemment. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer ce boom économique. Je rappellerai quand même que le pays, c'est 215 000 km², donc à peu près la moitié de la France, un peu moins de la moitié. C'est 800 000 habitants, donc c'est une petite population sur un grand territoire. Le Guyana disposerait de près de 11 milliards de barils de pétrole au large de ses côtes, pour une population de 800 000 habitants. Et il se classe au second rang mondial pour le rapport entre la population et le volume des réserves estimées d'hydrocarbures. Et donc le bouleversement auquel on peut s'attendre grâce à l'exploitation et l'afflux de revenus pétroliers est donc d'une ampleur majeure. Effectivement, depuis 2020, le pays enregistre la plus forte croissance mondiale, puisque malgré la pandémie de Covid-19, le Guyana a enregistré 43% de croissance de son PIB en 2020. Donc qu'est-ce que ça aurait été sans la pandémie ? 20% en 2021, 5% en 2022. Et on estime qu'entre 2023 et 2026, l'économie devrait croître de 25%. Alors, bien sûr, ces ressources pourraient permettre un développement très rapide du pays, qui dispose déjà de marges budgétaires très confortables. Le pays produit actuellement 350 000 barils par jour, et sa production d'ici 2027 pourrait augmenter à 1 million de barils par jour. Ce qu'on voit, c'est que parfois la gestion de ressources aussi abondantes n'est pas facile, parce que ce boom pétrolier arrive dans un pays assez démuni, où la vie politique est marquée par un fort bipartisme entre le Parti progressiste du peuple du président actuel Irfan Ali, qui représente majoritairement la population indo-guyanienne. Vous savez qu'il y a deux communautés au Guyana, la population indo-guyanienne qui est un peu l'élite qui domine le pays, et la coalition APNU-AFD, qui est l'alliance des pays afro-guyaniens, qui est actuellement dans l'opposition. Alors, il y a eu un contentieux électoral lors des dernières élections générales qui ont confirmé ce clivage. Le président actuel, donc le président sortant, qui était de la majorité de la communauté afro-guyanienne, a perdu de peu les élections, a remis en cause les résultats, et cette situation a plongé le Guyana dans une crise profonde pendant plusieurs mois, qui l'a privé de gouvernement et de parlement, parce que la défaite ou la victoire était de courte dimension. Et finalement, c'est la Cour internationale de justice de la CARICOM qui a tranché la crise, et puis la pression internationale, qui ont permis la déclaration de victoire de l'opposition. Donc le président sortant a admis sa défaite et a laissé la place sans violence au président Irfan Ali, qui représente donc la communauté indo-guyanienne. Le principal défi pour le Guyana, ça va être la gestion inclusive de ces ressources pétrolières, de cette manne pétrolière dont la communauté afro-guyanienne craint d'être privée. Et donc, l'enjeu majeur, c'est le pilotage d'un processus de développement équilibré au plan économique, social et environnemental, qui permettent une bonne gestion de l'entrée massive de ces recettes. Et pour cela, le gouvernement a mis en place un fonds de ressources naturelles qu'il a placé auprès d'une institution financière new-yorkaise, afin que ces ressources ne soient pas, par exemple, objet de corruption ou de mauvais usage. Donc parfois l'abondance est difficile à gérer, je pense qu'ils vous en parleront. Sur le plan international, évidemment, le Guyana est devenu un partenaire de plus en plus convoité dans le contexte de son boom pétrolier. Le Premier ministre indien s'est d'ailleurs rendu au Guyana en 2018, le secrétaire d'État américain en 2019, Jair Bolsonaro en 2022 et le ministre du pétrole saoudien en février 2022. Pour l'instant, c'est l'américain ExxonMobil qui est l'acteur pétrolier principal au Guyana, qui n'a pas de compagnie nationale. Et puis, alors, les relations du Guyana avec les États-Unis et le Canada sont facilitées par l'existence de fortes communautés guyaniennes dans ces deux pays. Vous entendrez, lorsque vous irez au Guyana, une demande du Guyana de renforcer ses relations avec la France.
je dois dire que nous sommes le seul État à avoir une présence diplomatique à Georgetown. Aucun autre membre de l'Union européenne ne dispose d'ambassade, où seule une délégation de l'Union européenne est présente. Actuellement, nous avons un agent qui est donc détaché, qui est rallié, si vous voulez, la représentation diplomatique est assurée par notre ambassade au Suriname, à Paramaribo. L'ambassadeur à Paramaribo étant compétent pour le Guyana également. Et nous avons un agent qui est un volontaire international qui est placé physiquement dans les locaux de la délégation de l'Union européenne, et qui met en œuvre des actions de coopération. Nous avons récemment adopté un fonds de solidarité pour les projets innovants doté de plus de 500 000 € qui vise à protéger les forêts. Donc vous voyez à nouveau, par la coopération bilatérale, nous luttons contre la déforestation en protégeant les forêts, en élargissant les droits fonciers des peuples autochtones et en soutenant l'accès à leurs moyens de subsistance et leur droit à la prise de décision. Nous savons que cette représentation n'est pas suffisante et c'est pourquoi nous avons pris une décision il y a quelques semaines de rehausser le statut de notre représentation diplomatique au Guyana en ouvrant une antenne diplomatique, c'est-à-dire en ayant un diplomate expatrié qui sera basé à Georgetown mais qui dépendra bien sûr de l'ambassade à Paramaribo. Donc il s'agira pour nous serons le premier État membre de l'Union européenne à disposer d'une représentation diplomatique permanente dans ce pays. Donc nous sommes conscients de l'essor qui est attendu dans ce pays et d'une perspective pour nos entreprises. Parce que nos entreprises, je ne parle pas forcément de Total, mais également des entreprises dans le domaine des infrastructures seront intéressées, puisque le Guyana souhaite protéger ses installations pétrolières en mer, ce qui ouvre des espaces à nos entreprises du secteur de la défense, les patrouilleurs d'OCA, les hélicoptères d'Airbus, les matériels de surveillance côtière de Thales, les drones de surveillance de Safran. Il y aura donc une délégation d'entreprises qui sera envoyée par la Chambre de commerce de Guyane pour prospecter le marché guyana en mai, donc du 14 au 17 mai, donc après votre visite, une délégation d'entreprises pour voir les opportunités pour nos entreprises. Et puis, nous avons aussi souhaité, dans le cadre d'une approche stratégique, lancer une approche commune des menaces. Et donc, en 2021, nous avons lancé le dialogue stratégique du plateau des Guyanes, qui comprend des représentants du Guyana, du Suriname, de France et de Brésil en observateur, qui est organisé par les forces armées françaises en Guyane. Donc, la première édition a eu lieu en 2021. La seconde en 2022 et la troisième édition devrait être reçue par le Guyana. Donc nous avons conscience des enjeux qui affectent le plateau des Guyanes et de la nécessité d'avoir une approche commune des menaces. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc vous allez arriver dans un pays en profonde transformation. J'ajoute quand même que la Chine, évidemment, s'est pas passé, a pris conscience du fort potentiel du Guyana. Et les entreprises chinoises renforcent leur présence, en particulier dans le domaine de la construction et des infrastructures. Des contacts politiques ont été établis au plus haut niveau. Le ministre des Affaires étrangères chinois s'est rendu au Guyana. Et en 2021, le président guyanien et ses ministres ont tenu une réunion virtuelle avec le président Xi Jinping. Et j'ajoute que le Guyana a adhéré aux routes de la soie. Donc, la China National Air Force Oil Corporation détient une participation directe de 25% dans un bloc d'exploitation de pétrole offshore. Donc là aussi, face à la présence américaine, on a la montée d'une présence chinoise avec la recherche de ressources naturelles. Voilà, mais si vous avez des questions, je serai heureuse de les répondre. Est-ce qu'il y a des questions sur le Guyana? Je n'en vois pas. Ah, alors, M. Folliot. Je ferai juste une remarque. Il y avait des ressources de pétrole dans notre zone économique exclusive en Guyane. Et puis nous avons pris une décision, je veux dire, unilatérale de ne pas aller jusqu'au bout. Par rapport à l'argument que l'on sent poindre chez certains de dire que ça aurait pu être un levier de développement pour la Guyane, comment dire, dans le droit fil de ce qui se passe au Guyana, quels arguments pensez-vous que l'on peut mettre en avant par rapport à cela? Oui.
C'est-à-dire que je ne sais pas répondre à votre question. Le Guyana est bon souverain pour décider de l'exploitation de ses ressources. Je n'ai pas vraiment bien compris votre question, monsieur le sénateur. Ma question, c'est dire que les ressources pétrolières qu'il y a sous le Guyana, nous savons que dans la zone économique exclusive de la Guyane française, il y a aussi des ressources de pétrole. Et que par rapport à cela, à un moment donné, on n'est pas allé jusqu'au bout des travaux de prospection et de recherche de ce pétrole, et que certains en Guyane disent, après tout, nous aurions pu avoir un levier de développement pour notre département au travers de l'exploitation de ces ressources au regard de ce qui se passe au Guyana. Voilà. Je vais vous faire réagir sur ça. Bon, effectivement, c'est une décision qui a été prise au niveau national qui sort un peu du cadre diplomatique, mais un peu difficile de répondre à votre question. Au nom de... Je suis que le ministère des Affaires étrangères, je ne suis pas le ministère de l'Outre-mer. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une aubaine pour le Guyana, qui était un pays extrêmement pauvre. Donc, c'est des situations différentes au départ. Après, effectivement, il faudra que le Guyana trouve des ressources... comment dirais-je, conforme aux attentes de l'accord de Paris, hein, qui est des transitions écologiques et énergétiques. On est tous à la recherche d'énergie décarbonée, bien alors sûr, évidemment, bien sûr. Ça tombe un peu tard. Bien sûr, mais voilà. Allez, Rachid, bon anniversaire, Rachid. Merci. Oui, un demi-siècle, ça se voit pas. Non, plus sérieusement, moi j'entends ce que vous dites sur Guyana et le pétrole, mais... c'est toujours facile de le dire quand on est d'ici et de la partie plutôt industrialisée. Donc, si on ne veut pas que des gens utilisent des énergies fossiles, encore faut-il qu'ils aient moyen de se développer autrement. Et donc, la question qui est donnée, c'est comment ils se développent dans ce cas-là. Sinon, c'est très sympa de dire 2 siècles après avoir fait, nous, les pays occidentaux, tout cela, et puis dire aux autres, maintenant, vous n'avez pas le droit de vous développer. Donc, oui à l'accord de Paris, oui à une économie décarbonée, mais encore faut-il dire ce qu'on fait à la place. Parce que sinon, c'est sympa, mais c'est pas possible. Merci de cette prise de position. Pas d'autres interventions. Madame la directrice, merci infiniment. Bien évidemment, suite à la visite importante qui va être effectuée au Brésil et au Guyana, il y aura un rapport oui. de la commission, enfin de la délégation. Et j'espère que nous pourrons ainsi enrichir la réflexion du ministère et du gouvernement, mais en tous les cas, le sentiment moi, que je voulais vous transmettre aujourd'hui, parce que j'ai déjeuné avec les 15 ambassadeurs d'Amérique latine, c'est qu'effectivement, il faut que l'on montre, bien sûr vis-à-vis du Brésil, mais vis-à-vis de tous les autres, y compris les plus petits, beaucoup d'attention, parce qu'ils ont ce sentiment. Alors et à juste titre, vous avez résumé les nombreuses visites, les accueils par le président de la République, mais je fais part quand même de ce sentiment, parce que chaque fois j'entends la même chose. Donc, je sais, Monsieur le Président, et je m'emploie à corriger la tendance et à proposer à ces partenaires latino-américains des occasions de rencontres, des opportunités. Nous serons évidemment preneurs de rapports du placement. Nous aurons par l'ambassade un rapport de votre mission qui sera extrêmement utile puisqu'il interviendra juste avant les consultations politiques. Et puis, je voulais signaler, puisque le Sénat est à l'origine, que nous organiserons les semaines de l'Amérique latine du 25 mai au 10 juin. Au départ, c'est le Sénat qui a eu l'idée de créer une journée de l'Amérique latine en 2011, qui est devenue une semaine, qui est devenue une quinzaine, et dont nous avons réuni hier les ambassadeurs latino-américains pour leur donner les échéances. Et c'est aussi une occasion de mettre en valeur nos liens culturels, scientifiques, économiques, politiques. Donc nous faisons beaucoup pour essayer de corriger cette tendance et réellement nous avons intérêt à développer avec ces pays des relations stratégiques, économiques, politiques, culturelles. Donc sachez que mon équipe et moi-même nous y employons. Très bien. Vous savez que c'est sous l'impulsion personnelle du président du Sénat qui a une relation familiale avec un des pays du nord de l'Amérique latine, mais effectivement, il y a chaque année un accueil des ambassadeurs avec des remises de prix, notamment pour des artistes ou des scientifiques, et c'est effectivement un moment qui est toujours attendu.
Donc, merci infiniment, Madame la Directrice. Merci, Monsieur le Président, Merci, Mesdames Monsieur et le Messieurs Sous-Directeur. les sénateurs et sénatrices. Merci beaucoup. Quelques instants.